Nous allons maintenant suivre de jeunes Français dans la quête de leur vie, celle de leurs origines. Ils ont été adoptés au Sri Lanka dans les années 80. À l'époque, pour les familles françaises, les procédures y étaient simples et rapides. Mais 30 ans plus tard, c'est une toute autre histoire qu'ils doivent affronter. Ils viennent d'apprendre qu'ils ont été victimes d'un vaste trafic d'enfants. C'est un choc pour eux. Ils découvrent parfois que tout est faux, leur nom, leur date et lieu de naissance, avec l'impression que le monde s'effondre sous leurs pieds. Les enfants vendus du Sri Lanka, c'est signé Nicolas Bertrand, Guillaume Marc et Marine Giraud, avec Caravelle Productions. Depuis quelques jours au petit déjeuner, Champika doit systématiquement répondre aux mêmes questions de ses deux garçons de 5 et 7 ans. Elles concernent ce petit livret qu'ils viennent de recevoir. C'est pour qui? Ça, c'est pour toi. Pour quel passeport? Le passeport, c'est pour toi, c'est ton passeport. Pour aller au Sri Lanka. Et ça, c'est quoi là? Pourquoi il y a des petits points? Est-ce que tu arrives à lire ton prénom, écoute? Soel, Jayan. Ouais. Jayan, ton prénom sri-lankais. C'est J-A-Y. N. A. Champika est née au Sri Lanka en 1985. Elle a ensuite été adoptée par une famille de l'Isère. Pendant longtemps, les questions concernant ses origines sont restées enfouies. Et à côté, c'est quel prénom? Mais tout a changé il y a quelques années. Jayan. Jayan. Le fait que je sois devenue mère et le fait surtout d'avoir pu raconter à mes enfants leur propre naissance, j'ai réalisé à quel point moi, il me manquait ça et que du coup, je leur ai dit, ok, on part, on y va ensemble. Ce besoin de savoir va l'entraîner vers un passé tragique qu'elle ignorait totalement. Elle commence par rassembler les documents concernant son adoption. En les consultant, le doute surgit immédiatement. Pour le certificat de naissance, je suis née sur le 18 septembre. Et sur le passeport sri-lankais, donc c'est le fameux passeport qui m'a permis de sortir du territoire, je suis née le 19 septembre. Et sur le rapport médical, je suis née le 15 septembre. À ça, c'est ajouté aussi que sur certains papiers, je suis le premier enfant de ma mère. Et dans d'autres papiers, je suis le deuxième enfant de ma mère. Elle continue à chercher. Et elle découvre sur Internet qu'un trafic d'enfants aurait frappé le Sri Lanka à cette époque. 1500 Français comme elle seraient concernés. Il y a une Sri Lankaise en Hollande, adoptée, qui a découvert un trafic à grande échelle qui concerne aujourd'hui 11 000 à 14 000 enfants sur l'Europe. C'est là où j'ai commencé à avoir peur. Parce que je me suis demandé si un jour je retrouverais ma mère. Aujourd'hui, j'ai perdu toute mon identité. Aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai tout perdu. J'ai l'impression qu'on a falsifié mon histoire. Et je ne sais pas vers quoi me diriger, en fait. Je ne sais même pas si c'est vraiment mon prénom. Je ne sais plus rien. Champika aurait-elle été vendue à leur bébé? La jeune femme n'a plus qu'une seule certitude. Pour comprendre, il faut partir. Là où tout s'est joué, il y a plus de 30 ans. Pourra-t-elle un jour retrouver sa famille biologique? La recherche de ses origines commence avec des doutes plein la tête, au moment où un immense trafic de bébés pour l'adoption est en train de rattraper le Sri Lanka. Ce trafic d'enfants est longtemps resté secret. Mais à partir d'octobre 2017, les révélations se sont succédées dans les médias sri-lankais et internationaux. Jusqu'à 11 000 enfants pourraient avoir été vendus à des familles européennes sur la base de faux documents. De nombreux enfants adoptés dans les années 80 sont devenus des adultes. Ils veulent savoir. Personne ne peut me dire à quoi ressemblait ma mère. Et je ne connais même pas mon vrai nom. Le gouvernement sri-lankais est obligé de sortir du silence et de lancer une enquête.
Si cela était fait illégalement, c'est très mal. C'est à l'encontre des droits humains de ces familles. À l'époque, des milliers de couples occidentaux en mal d'enfants s'adressent à des intermédiaires au Sri Lanka pour adopter, directement ou via des associations. Mais très peu de lois encadrent ces pratiques. Seule obligation, les parents adoptifs doivent se présenter face à un juge pour valider l'adoption. Alors certains jours, comme sur ces images tournées en 1983, il y a devant le tribunal de Colombo un balai d'occidentaux dans un sens, de bébés dans l'autre. Le problème, c'est que pour satisfaire la demande et pour aller vite, ces intermédiaires vont se fournir en bébés de toutes les façons. Certains sont volés, dans les maternités par exemple. Ou plus souvent, ils ciblent des mères vulnérables, fragiles ou pauvres, et rachètent leurs bébés pour quelques dizaines d'euros. Sans leur dire que cet enfant sera ensuite adopté et partira à l'étranger. Au Sri Lanka, Champika et ses 2 enfants sont accompagnés par Rohan, un Français lui aussi adopté, lui aussi à la recherche de ses origines. C'est quoi ça? C'est aux légumes? Ok. Et c'est épicé? Pas épicé. Ils entament tous ensemble une quête pour comprendre d'où ils viennent, qui ils sont. Pour le moment, tout ce que Rohan sait de son histoire, c'est qu'il a été adopté en 1987 par un couple de Savoie qui ne pouvait pas avoir d'enfants à l'époque. On sait que toutes les réponses qu'on recherche maintenant elles sont au Sri Lanka et qu'on ne les trouvera pas ailleurs. On appréhende de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour notre cas personnel. Qu'est-ce qu'on va découvrir au fur et à mesure de nos recherches et de nos rencontres. C'est pour ça qu'on est aussi parti à 2 avec Champika, parce qu'on s'est dit peut-être à 2 on sera plus fort, on pourra se soutenir. Ils se rendent tout d'abord à Colombo, la capitale. Pour commencer les recherches, ils vont devoir se baser sur les quelques documents dont ils disposent. Ça, est-ce que tu l'as, ce formulaire 1? C'est celui-là. Ah merde. Moi j'ai le formulaire 4. Mais aussi sur les souvenirs racontés par leurs parents adoptifs. L'histoire de l'adoption de Champika est troublante. Ah si, je l'ai, le 2. Ok. Mais le 2, moi, il est faux, par exemple. Le projet d'adoption pour mes parents adoptifs, c'était d'adopter un petit garçon qu'ils ont adopté, qui est devenu aujourd'hui mon frère. Et une fois arrivé à l'audience, on leur propose, l'avocate leur propose un autre enfant. Donc, en plus. Du coup, il y a un peu une espèce de surprise pour mes parents. Ils ont dit oui. Ils m'ont dit ça s'est passé très très rapidement. En 15 minutes, t'es arrivé. En moins d'1 heure, t'as été adopté. Donc forcément, il a fallu payer plus pour que j'arrive dans cette famille. Champika ne connaît pas le montant payé à l'époque, mais ce qui la surprend, c'est la rapidité de la procédure. Je me demande en fait comment ça a pu être possible de faire quelque chose pareil. Et en plus, dans l'idée de me dire, est-ce que du coup ils avaient du stock d'enfants, entre guillemets? Est-ce qu'il y avait un stockage d'enfants? Rohan aussi a été amené à ses parents adoptifs dans des conditions étranges. La première fois qu'ils m'ont rencontré, c'était à l'hôtel, en fait, où ils logeaient en attendant. Donc jusqu'à mon arrivée, et jusqu'à la première fois qu'ils ont fait le premier échange, ils pensaient que j'étais une fille. On leur avait dit que je serais une fille. Et c'est lorsqu'ils ont enlevé ma couche, en fait, qu'ils se sont rendus compte que j'étais un garçon. Donc c'était la première surprise. On sait qu'il y a quand même certaines choses qui restent inexplicables sur les mouvements d'enfants à ce moment-là. Donc je ne sais pas comment c'est possible. À les entendre, au Sri Lanka, à cette époque, les bébés étaient distribués de manière aléatoire, sans contrôle ou presque. La première étape dans leurs investigations, c'est le département du ministère de l'Enfance, en charge des adoptions. Nous n'avons pas le droit de filmer ici et nous utilisons une caméra discrète. La chef du service reçoit Rohan et Champika, mais d'entrée de jeu ne leur laisse que très peu d'espoir.
La seule chose que je puisse faire, c'est de photocopier vos certificats de naissance et demander à un fonctionnaire de rechercher vos parents s'ils sont toujours en vie. Mais je ne suis pas sûre du tout que cela soit possible. Vous pensez pouvoir nous aider? Oui, nous pouvons essayer, mais sans aucune garantie. Est-ce que vous avez rencontré de nombreux adoptés et vous avez pu retrouver leur mère? Oui, nous avons eu 2 ou 3 cas pour le moment. Nous avons lancé les recherches, mais nous n'avons pu retrouver qu'une seule famille. Ensuite, dans le bureau d'à côté, ils remplissent un formulaire de demande officielle mis en place par le ministère de l'Enfance pour les recherches de familles biologiques, sans vraiment y croire. Malgré tout, ils continuent à s'accrocher à chaque piste. Champika a retrouvé dans son dossier le nom de la maternité où elle serait née. Il s'agit de Kalubovila, l'un des plus grands hôpitaux du pays. Elle se rend dans le bureau où sont conservés les registres des naissances. Mais quand elle présente son certificat, elle reçoit une terrible confirmation. Je pense bien que c'est un faux document. Oui, c'est un faux. Ce que je viens d'apprendre, c'est que ce que je pensais que mon certificat de naissance, c'est un faux. En fait, c'est horrible de savoir qu'on a falsifié toute mon identité. Parce qu'on s'est construit avec une date de naissance qu'on a célébrée, qu'on a fêtée avec ses amis, avec sa famille. Et aujourd'hui, on me dit que c'est pas ça. Les employés de la maternité lui révèlent l'ampleur du trafic. Vous avez eu la visite d'autres adoptés? Oui. Et leurs documents étaient faux également? Oui, dans la plupart des cas. C'est très rare qu'ils nous présentent un vrai certificat de naissance. C'était courant au Sri Lanka à cette époque car beaucoup d'enfants étaient envoyés à l'étranger. Et ce sont les personnes impliquées dans ce trafic qui fabriquaient les faux documents? Oui, particulièrement pour les mères. Ils donnaient un faux nom pour la mère afin que personne ne puisse les retrouver. Dans cet hôpital? Oui. Et dans tout le Sri Lanka. C'est exactement ce que redoutait Champika. Officiellement, même dans l'hôpital où elle est censée être née, elle n'existe pas. Ce qui m'énerve, c'est que c'est l'argent qui a poussé à faire ça. Il faut vraiment qu'il y ait une justice qui soit faite en fait aujourd'hui. Une justice au nom de la paix, parce qu'on ne peut pas laisser autant de personnes avec des histoires pareilles. Mais comment obtenir justice plus de 30 ans après les faits? À l'époque, les filières d'adoption de bébés passaient par 4 ou 5 intermédiaires, à la tête d'un business lucratif. Sur la plupart des dossiers que nous avons consultés, il y a un nom qui revient sans cesse, Madame Chandra Pereira, une intermédiaire particulièrement active, via des associations françaises notamment. C'est elle, par exemple, qui a organisé l'adoption de Rohan. Nous avons retrouvé l'ancien chauffeur de Chandra Pereira et organisé une rencontre avec le Français. Il affirme en savoir beaucoup sur les coulisses du trafic. Nice to meet you. Vous avez des informations à propos de Madame Pereira? En 1987, vous étiez son chauffeur. 1987, oui. 1987, c'est l'année de l'adoption de Rohan. Vous vous souvenez de certains lieux où vous avez pu amener les parents adoptifs à cette époque? Moi, j'emmenais les enfants jusqu'aux parents adoptifs au tribunal et après ils repartaient avec eux. Nous n'avions plus besoin des parents biologiques. Il n'y avait pas des mamans qui, pour vous, donnaient leurs enfants à l'adoption par elles-mêmes, de leur propre chef? Environ 10% des mères donnaient leurs enfants volontairement pour l'adoption. Dans les autres cas, les bébés étaient vendus. Les intermédiaires promettaient de l'argent et prenaient l'enfant. Les mères biologiques recevaient environ 50 €.
pourquoi personne ne disait rien? Pourquoi les Sri Lankais, comme vous, comme plein de personnes, n'ont pas parlé de tout ça à l'époque? Moi, au début, je pensais que ces bébés étaient donnés gratuitement par des parents qui n'avaient pas les moyens de s'en occuper. Quand j'ai compris qu'il y avait en fait énormément d'argent en jeu, j'ai démissionné. Vendre des enfants, ce n'est pas bien, je n'aime pas ça. En tant que Sri Lankais, nous devrions avoir honte. Beaucoup de personnes ont gagné de l'argent illégalement. Qui était au courant? Qui connaissait l'existence de ce trafic et son ampleur? Est-ce que les juges, les médecins, les fonctionnaires impliqués dans les adoptions étaient corrompus? Impossible de l'affirmer aujourd'hui. En tout cas, beaucoup de monde savait, y compris ici, à l'ambassade de France à Colombo. Nous nous sommes procurés des courriers diplomatiques confidentiels rédigés par l'ambassadeur français en 1991. Il écrit à son supérieur, le ministre des Affaires étrangères, à Paris, et les titres sont sans équivoque. Trafic d'enfants, adoption. Ce qu'il faut bien appeler ce trafic paraît avoir indirectement des implications à un niveau élevé dans l'appareil d'État. Pendant plusieurs mois, nous avons tenté de contacter le gouvernement sri-lankais pour en savoir plus. Il n'a jamais donné suite. Dans un autre courrier, l'ambassadeur précise: Jusqu'ici, 11 862 enfants sri-lankais auraient été exportés, c'est-à-dire vendus, sous forme d'adoption à la clientèle occidentale qui les achète comptant et à bon prix. En réalité, il y en a beaucoup plus. Il parle aussi du rôle des fameux intermédiaires, et particulièrement de Chandra Pereira. Madame Pereira, ancien membre de la commission pour les adoptions, cette Sri-Lankaise tirerait profit de ses relations pour organiser son commerce en toute tranquillité. Certains intermédiaires font littéralement fortune. Madame Pereira recevrait entre 5 000 et 20 000 francs par enfant. C'est-à-dire entre 1 500 et 5 000 euros. Une somme immense à l'époque et encore très élevée aujourd'hui. Le salaire moyen au Sri Lanka n'est que de 200 euros environ. L'ancien chauffeur de Madame Pereira accepte de déposer Rohan devant le domicile de son ancienne patronne. Nous allons essayer d'aller lui poser quelques questions en caméra cachée. Nous entrons dans une grande maison et nous découvrons une vieille dame. Elle est toujours en vie. Madame Pereira était autrefois haut placée au ministère de l'Enfance. Elle a démissionné pour se lancer dans l'adoption privée. Rohan lui montre ses documents. C'est elle-même qui était en charge de son dossier il y a 32 ans. Pourtant, elle ne serait pas en mesure de l'aider. Je pense que c'est trop tard pour retrouver sa mère, car cela remonte à 1986. C'est très tard. Si vous aviez commencé plus tôt, vous auriez des chances de la retrouver. Quel était votre rôle dans ces adoptions? Que faisiez-vous exactement? C'est moi qui étais en charge de ce dossier. Je faisais un rapport au tribunal à ce sujet, à propos de lui et de ses parents. Donc vous connaissiez sa mère biologique? Oui. Et vous ne vous souvenez de rien? Comment pourrais-je? Je n'ai aucun souvenir. J'ai 89 ans aujourd'hui. Nous allons essayer de faire remonter quelques souvenirs. Voici une lettre écrite par l'ambassadeur de France en 1991. Il écrit que vous utilisez votre réseau et vos relations pour fournir des bébés aux Français, en leur demandant de fortes sommes d'argent. Il n'y a que mon nom? Oui, il y a seulement votre nom. Pourquoi n'ont-ils pas réagi après cela? Qui n'a pas réagi? La France? Oui. Ils auraient pu me dénoncer au département des adoptions. Je ne sais pas et je m'en fiche. Parce que tout cela est faux.
Comment peuvent-ils le prouver? S'ils apportent des preuves, alors j'accepterai. Pourquoi l'ambassadeur de France écrit à votre sujet? J'ai participé à des adoptions pour des Français. Ça, c'est vrai. Je ne le nie pas. Mais je ne l'ai pas fait de manière illégale. Vous ne vous sentez pas coupable de ce qui s'est passé avec ces bébés? Non, non. Je ne me sens pas coupable. Vous n'avez pas tiré profit de cette situation pour gagner de l'argent? Je n'ai pas gagné d'argent. Tout ce qu'ils m'ont donné, je l'ai dépensé. Tout au cours de cette rencontre, Rohan est resté silencieux, comme assommé par ce qu'il entendait. Il réalise que les enfants comme lui étaient de simples marchandises. Je pense que, comme elle l'a dit à un moment donné, c'était un job. Elle a fait son job. Si elle a pu s'en mettre dans les poches, je pense que ça la gênait pas. Mais je pense que elle s'en fout complètement de tout ce qu'il y a pu avoir, des répercussions que ça a pu avoir sur les familles sri-lankaises, sur les enfants adoptés ou quoi que ce soit. Elle est au-dessus de tout ça et je pense qu'elle doit dormir très bien la nuit. Je pense que j'étais un numéro de dossier parmi tant d'autres et que ça lui fait ni chaud ni froid ce jour-là. Si les intermédiaires comme Madame Pereira disent n'avoir rien fait de mal, d'autres personnes n'ont pas la même vision de l'histoire concernant ce trafic de bébés et son organisation bien rodée. C'est le cas du journaliste sri-lankais Leon Beranger, du Sunday Times. Le 25 janvier 1987, il arrive ici, dans la banlieue de Colombo, pour un reportage. C'était là. Il accompagne des policiers lors d'une perquisition. C'était verrouillé. Je me souviens, les fenêtres étaient fermées. Et j'ai entendu des bruits de bébés et de mamans. C'était très mal organisé. Nous les avons vus entassés les uns sur les autres. Ce n'était pas approprié pour loger des êtres humains. Les bébés avaient 3, 4 jours. Les mères étaient parfois jeunes, parfois plus âgées. Combien de bébés? Il y avait 22 bébés et 20 mères. Cet endroit qu'il est en train de découvrir a par la suite été appelé une ferme à bébés. C'est-à-dire un bâtiment où les nourrissons sont rassemblés avant adoption. Aujourd'hui, il sert d'abri et de remise pour les employés d'un hôtel tout proche. J'étais horrifié. Je ne pensais pas que ça pouvait arriver dans notre pays. Quelle surprise! Et ça a permis de mettre au jour ce trafic. C'était la première ferme à bébés. C'était la plus grande. Et à partir de là, beaucoup d'autres fermes ont été localisées dans le pays. Vous diriez que c'était une mafia, un réseau? Je dirais un réseau, absolument, un réseau qui comprenait des employés d'hôpitaux, des responsables divers, des intermédiaires et quelques personnalités aussi. C'était un réseau car c'était impossible d'agir seul. Et tous ces gens gagnaient de l'argent? Oui, bien sûr. Selon lui, ces bébés provenaient de mères célibataires et vulnérables qui avaient été amenées ici par la ruse. Elles ne pouvaient pas rentrer chez elles dans leur village à cause de la pression sociale. Donc, il y avait des intermédiaires qui mettaient la main sur elles et elles finissaient ici. De l'hôpital principalement, elles arrivaient ici. Et après, ils vendaient les bébés. Oui, bien sûr. Si ce n'est pas de l'esclavage, qu'est-ce que c'est? Vous appelez ça du trafic, j'appelle ça de l'esclavage. De l'esclavage moderne en 1987. Cette ferme à bébés aurait fonctionné pendant 2 à 3 ans. Des centaines de nourrissons sont donc passés par là. Céline Bress a aussi fait partie de ces enfants au cœur du trafic, alors qu'elle n'avait que quelques jours. Après la maternité, elle est passée dans la maison d'un intermédiaire, peut-être une ferme à bébés, pendant 2 mois, avant son adoption par un couple français. À côté d'elle, c'est Andrew, un guide sri-lankais. À quelle heure nous allons rencontrer la mère cet après-midi? Elle est déjà là. Ils nous attendent.
Elle pense vraiment que son bébé a été volé? Oui. La Française et le guide se sont aujourd'hui donnés pour mission d'aider tous ceux qu'ils peuvent à retrouver leur famille. Moi, je suis en lien en France avec des adoptés à l'international qui recherchent leur famille biologique ou leur mère biologique. Et Andrew, lui, est en lien ici avec les mères biologiques qui cherchent. Et comme on s'est rencontrés, on essaie d'aider les gens à se retrouver avec les moyens qu'on a. Si d'un côté, il y a des adoptés qui recherchent leur famille, de l'autre, des mères biologiques sri-lankaises recherchent elles aussi leurs enfants. Céline et Andrew ont rendez-vous avec l'une d'entre elles. Loku Udawage est persuadé que son bébé a été volé quelques instants après son accouchement en février 1986. Ils m'ont dit que c'était un garçon et ils ont pris l'enfant. Il pleurait normalement comme les autres bébés. Puis ils sont revenus 30 minutes plus tard me dire que le bébé était mort. À cette époque, ils vendaient des enfants dans des endroits qu'ils appelaient « ferme à bébé ». Est-ce que vous avez demandé à voir le corps? Non. Pourtant, la loi stipule que si un enfant est mort, ils doivent le montrer à ses parents. Céline lui propose alors une nouvelle solution pour peut-être avoir une chance de retrouver son fils. Vous êtes prête? Elle recueille son ADN. Il ira rejoindre une banque de données qui se met en place. Du côté des adoptés, il y en a déjà beaucoup qui ont mis dans cette banque-là. Il y en a des centaines qui ont déjà mis dans cette banque-là. Et du côté des mères biologiques, pour le moment, il y a une cinquantaine. Voilà. Où se trouve le fils de cette maman sri-lankaise? Est-il toujours en vie quelque part, en France ou ailleurs dans le monde? Tous ces espoirs reposent maintenant sur Céline et Andrew. Si j'ai des nouvelles, je vous appelle. Bye bye. Leur travail a rapidement fait beaucoup de bruit. Chaque semaine, ils sont dorénavant contactés par une nouvelle maman biologique qui demande de l'aide. Mais chaque histoire est toujours plus lourde à porter pour Andrew. Je suis triste avant tout, mais en colère aussi, car les intermédiaires ont fait tout ça pour de l'argent. Et parfois, ils étaient tellement pressés pour trouver des enfants, car ils n'en avaient pas, et il y avait des parents adoptifs qui attendaient, et donc ils les volaient tout simplement. Ils ont déjà un autre rendez-vous, avec une autre maman. Elle aussi a perdu la trace de sa fille peu de temps après sa naissance. À cette époque, elle vivait dans une grande précarité avec un mari violent. Elle a donc demandé à la police de trouver une famille d'accueil temporaire pour son enfant. Mais elle ne l'a jamais revu. Ils ont signé un accord au poste de police pour que tous les 3 mois, elle puisse aller voir sa fille. Mais ils ne l'ont pas respecté. Elle est allée voir la famille d'accueil en disant « Je veux voir ma fille. Où est-elle » Et ils ont répondu « Votre enfant n'est pas ici. Elle est ailleurs. » Ils m'ont menacé. Ils m'ont dit que si je n'abandonnais pas, ils me poursuivraient toujours. Ils ont dit que j'étais pauvre et qu'eux avaient de l'argent et donc que je n'avais aucune chance. Malgré tout, pendant 36 ans, elle a toujours gardé espoir. Quand il s'agit des liens entre une mère et son enfant, il n'y a pas de limite. La seule joie d'une mère est de voir son enfant grandir. C'est pour cela que nous sommes mères. L'amour d'une mère pour son enfant ne disparaît jamais. Dites à ma fille de venir me voir avant que je meure. Avec chaque maman, ils prennent une photo, un avis de recherche, qui sera diffusé sur les réseaux sociaux. Céline a créé une page sur Facebook pour partager des informations susceptibles de favoriser des retrouvailles. J'inscris le nom de la mère,
Loku Uduwadje Kamalawati Emalata, né le 29 août 48, le nom du père. Le but, c'est que cette histoire peut-être parle à quelqu'un ou que une personne adoptée ait les mêmes informations dans son dossier d'adoption, dans son certificat de naissance et puisse après comparer les informations. Et du coup, après, cette personne me contacte, on contacte Andrew au Sri Lanka, on met les choses en commun. Et de temps en temps, il y a une fin heureuse. Céline en est la preuve vivante. T'es là? Yes. En mai 2018, grâce à Andrew, elle a pu retrouver sa mère. Céline aussi avait été vendue à des intermédiaires qui ont profité de l'absence de père pour faire pression sur sa famille. Aujourd'hui, moi, je suis en paix parce que j'ai 2 familles et que c'est génial. Et de savoir que des gens ont essayé de gagner de l'argent là-dessus, on arrive à l'accepter. Faut avancer. Hein. Et pour avancer, Céline a décidé d'aller chercher les réponses là où elles se trouvent, y compris en France. C'est Paris qui a délivré les visas aux bébés sri-lankais comme Céline au moment de l'adoption. Alors selon elle, les autorités françaises doivent prendre leur part de responsabilité. Merci. Vous êtes l'autorité centrale de France. Vous devez quand même mettre des choses en place pour nous aider. Céline est reçue au ministère des Affaires étrangères par Denis Barbet, le chef de la mission Adoption internationale. Donc vous n'aviez pas connaissance des dérives avant ça? Non? Je ne peux pas vous dire, non, je ne sais pas. Nous allons en profiter pour lui montrer les courriers diplomatiques que nous avions récupérés. Le registre de naissance vérifié. Mais le chef de mission devient alors mal à l'aise. Ça, c'est des courriers diplomatiques qui datent de 90 et 91 et 92 de l'ambassadeur de France à... Oui, mais ça, alors là, je n'ai pas à commenter cette correspondance. Je ne sais pas si c'est avant non plus. Oui. Là, les titres sont quand même trafic officiel d'enfants, trafic enfant adoption. Enfin, le titre ne correspond pas au contenu. Ah bah si, je vous invite à le lire, le titre correspond parfaitement au contenu. Le titre ne correspond pas au contenu. Particulièrement celui-ci. Non. C'est choquant quand même ces courriers. C'est choquant. Les pratiques illicites de l'époque, qui ont pu avoir lieu dans le cadre de cette législation locale en vigueur à l'époque, peuvent effectivement être choquantes, mais c'était ce qui s'est passé. C'était la législation locale qui s'appliquait. Donc c'est pu choquer ce chef de poste, je le comprends, mais c'était la législation locale qui était de cette. Vous voulez vous substituer à l'autorité locale? Donc la France a fait tout ce qui était possible pour contrôler au mieux l'arrivée des enfants du Sri Lanka. Elle a fait tout ce qui était possible pour contrôler l'arrivée en France des enfants Sri Lankais. Ce qui ne veut pas dire que tout était parfait. Au Sri Lanka, les adoptions privées via des intermédiaires se sont pourtant poursuivies jusqu'en 1995, à raison d'environ 200 bébés chaque mois. Depuis, elles ont été totalement interdites, car le pays a ratifié la Convention internationale de l'A.E. sur la protection des enfants. Champika et Rohan ont poursuivi leurs recherches pendant un mois, avec l'aide de Sri Lankais rencontrés sur place, des simples citoyens. Rohan a aujourd'hui des pistes sérieuses pour retrouver sa famille. Il aurait localisé un de ses oncles. Champika, elle, a rencontré une dame qui serait sa mère biologique, mais elle n'a pas fait de test ADN pour le moment. Attends, je peux choisir un smiley aussi. Tous les deux reviendront au Sri Lanka l'année prochaine, dans ce pays où ils sont nés. Avec un espoir, un jour combler ce manque, renouer avec ce passé qu'on a voulu leur voler.
Bonsoir Véronique Piazer-Moyen. Bonsoir. Vous aussi, vous avez adopté une petite fille au Sri Lanka, c'était en 1985. Et ça n'est que très récemment que vous avez compris que vous aviez été victime d'un trafic international d'enfants. Racontez-nous comment vous l'avez appris et comment vous l'avez vécu. C'est arrivé cet automne, c'est très récent. C'est au moment où notre fille Maria nous a dit j'aimerais retourner dans mon pays d'origine, j'aimerais savoir d'où je viens. J'aimerais connaître mes racines. Donc à ce moment-là, on lui a dit, mais bien sûr, on va t'aider. Et on a lancé une sorte de repérage avec un ami sur place. Ouais. Et très rapidement, il s'est rendu à une adresse qui était notée sur un des documents. Ouais. Et il m'a appelé affolé. Et il m'a dit, Véronique, c'est un baby business. Un baby business. Comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? On est anéantis. On est totalement anéantis. Et on se dit, mais comment on va le dire à notre enfant? Comment on va lui dire un truc pareil? Alors pendant une semaine, on vérifie pour être sûr, de ce qu'on va dire. Et puis il y a le moment où on lui dit, viens à la maison, voilà, on a avancé sur ton dossier. Et puis il faut qu'on te dise ce qu'on a trouvé. Et ça a été un choc pour elle aussi, j'imagine. Oui, épouvantable. À l'époque, en 1985, quand vous êtes au Sri Lanka, rien ne vous laissait penser qu'il s'agissait d'un trafic d'enfants? Mais non, non. Comment on aurait pu avoir une méfiance, comment on aurait pu avoir des doutes, puisque en France, on a monté un dossier, on était extrêmement encadré, on est parti avec un agrément DAS, avec des documents qui étaient traduits, que je suis allée faire viser par le ministère des Affaires étrangères, qui était les relations extérieures à l'époque. On avait un agrément DAS, on avait un dossier pour le Sri Lanka, et à l'arrivée au Sri Lanka, on était à nouveau encadré par des démarches auprès du commissionnaire, auprès de l'avocat. Il y avait des procédures, donc ça vous a bien sûr rassuré. Évidemment. Vous, très récemment, vous avez retrouvé la mère biologique de votre fille. Oui. Maria a retrouvé sa mère biologique, a retrouvé sa famille. Vous l'avez accompagnée là-bas? Oui, nous l'avons accompagnée. Comment ça s'est passé? C'est des moments hors du temps. Il n'y a pas de schéma dans la vie qui correspond à ça. Oui. Donc on ne peut se raccrocher à rien que peut-être à de l'amour. Ce qui est frappant dans notre reportage, c'est que vous avez emmené votre fille au Sri Lanka pour qu'elle retrouve ses origines, mais on voit ces trentenaires qui ne sont absolument pas aidés pour retrouver leur mère biologique quand ils arrivent au Sri Lanka. Il n'y a personne quasiment. Non, on est seul. On est seul. On fait tout seul et presque hors la loi. Est-ce que vous vous sentez accompagné aujourd'hui, accompagné et même, j'ai envie de dire, soutenu par l'État français? Non, absolument pas. Nous avons des échanges de courriers. Dès notre retour au mois de janvier, notre souci, ça a été d'alerter. Parce qu'on pense qu'il faut le dire. Et on a des réponses laconiques. Quand on a des réponses... C'est-à-dire, par exemple, les dernières réponses, c'est de la part de la mission de l'adoption internationale, de nous dire il y a une procédure officielle. Les enfants adoptés doivent faire leur demande à la MAI, à la mission internationale de l'adoption, et ensuite, ce dossier est transmis à Colombo, au service de protection de l'enfance. Mais c'est très administratif, il n'y a pas d'aide sur le terrain, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Et en plus, il n'y a aucune réponse pour l'instant à ces demandes. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui à l'État français? Concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ces enfants devenus trentenaires se sentent accompagnés pour retrouver leurs origines et peut-être leur mère biologique? De les aider d'une manière efficace, c'est-à-dire que l'État français et l'État sri-lankais travaillent ensemble sur ces dossiers. Ne serait-ce que, par exemple, ces enfants, quand ils arrivent à Colombo, ils pourraient quand même être reçus à l'ambassade. Comment on se reconstruit après ce genre de traumatisme? Parce que là, ce que vous avez vécu, ce que vous êtes en train de vivre, c'est une véritable tempête affective. Oui, c'est même quelque chose qui vous bousille. Et on se dit comment on va se reconstruire. Moi, j'ai l'image d'un bol en porcelaine qui est tombé par terre, qui s'est fracturé. Ouais. J'ai ramassé les morceaux, mais les morceaux, je ne les ai pas jetés. Je les ai gardés, ces morceaux. Et tous les jours, je recolle des morceaux. Je recolle les morceaux de ce bol. Et je pense qu'à la fin,
je vais avoir mon bol, de nouveau, mon joli bol de porcelaine, il va être là. Et on verra qu'il est tombé par terre. Mais ce sera quand même un bol différent, un bol fracturé, mais je le reconstruis, ce bol. Parfois, il y a des morceaux qui se mettent très vite, et puis il y a des jours où les morceaux sont tout petits et sont très difficiles à assembler. Merci à vous, Véronique Piazer-Moyen. Merci beaucoup de votre témoignage sur notre plateau. Merci.